stagiaire en ligne, malheureusement aujourd'hui, mais qui est toujours avec nous et qui nous prépare des conférences très intéressantes. Et une minute. Donc, on a attendu avec beaucoup d'impatience et donc voilà, la parole est à Emiliane. Emiliane. Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus, merci d'être présents. Alors comme Larissa l'a mentionné, donc je suis stagiaire à l'Alliance française de Saratov et donc c'est avec plaisir aujourd'hui que je vous retrouve. Certains et certaines d'entre vous étaient déjà présents à la dernière conférence que j'avais faite sur l'architecture française. Alors aujourd'hui, c'est donc avec grand plaisir que je vous retrouve pour parler cette fois de littérature française. Alors c'est un sujet très très vaste et très très intéressant. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de littérature française et nous allons parler plus particulièrement de la littérature française du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Alors, comme je l'ai mentionné, c'est 3 siècles, ce qui paraît énorme, mais nous allons nous orienter, nous allons discuter ensemble de choses bien précises concernant donc la littérature française, ces 3 siècles, et nous allons notamment voir le lien entre l'histoire de France et donc la littérature française. Nous allons voir que des fois, et très souvent même, c'est la littérature française qui a façonné, qui a construit l'histoire de France, et d'autres fois, c'est tout simplement l'histoire de France qui a construit la littérature. Et donc, bien sûr, nous allons voir tous les différents courants littéraires de ces 3 siècles. Alors, comme Victor Hugo l'a dit, Victor Hugo nous a dit « Celui qui regarde l'histoire de France a le vertige ». Alors, nous allons voir ensemble aujourd'hui tout cela. Donc, je vais vous partager ma présentation. Ok. 3 siècles, c'est donc énorme. On va voir le classicisme, donc le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle avec ce qu'on appelle le siècle des Lumières, et enfin le XIXe siècle avec tous ces courants littéraires. Ce XIXe siècle est d'une richesse absolue d'un point de vue artistique, notamment littéraire. Alors pour le XVIIe siècle, vous pouvez reconnaître ici Louis XIV, roi de France. On l'appelle le roi Soleil, puisqu'il a eu un impact absolument majeur sur l'histoire de France et sur l'Europe. Alors, quand on parle de classicisme et du XVIIe siècle, on pense aussi au théâtre, on pense à Molière, on pense aux contes, avec les contes philosophiques et moralistes de Jean de La Fontaine. Mais aussi, on peut parler de Perrault, etc. Avec le XVIIIe siècle, bien sûr, quand on parle d'histoire de France, le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, c'est absolument essentiel, c'est d'une importance énorme. Je vous ai mis ici ce tableau d'Eugène Delacroix, appelé La liberté guidant le peuple, ce célèbre tableau qui représente la Révolution française, et nous allons voir ensemble ce lien entre la Révolution française et ce siècle des Lumières. Et enfin, nous allons parler du XIXe siècle avec le romantisme, mais aussi d'autres courants littéraires comme le réalisme et le naturalisme. Et plus particulièrement, nous allons voir Victor Hugo, Balzac, Zola ou encore Flaubert, qui chacun ont un impact énorme sur ce siècle et ont façonné ce siècle pour en faire quelque chose
qui aujourd'hui résonne dans le monde entier. La littérature française a, depuis des siècles maintenant, depuis le XVIIe siècle, a rayonné à travers le monde jusqu'à même voir dans les bibliothèques incendiées de Moscou à l'arrivée de Napoléon. Les soldats français de Napoléon ont retrouvé dans les bibliothèques de Moscou certains ouvrages de la littérature française. C'est à quel point la littérature française a rayonné et a su faire sa place dans les bibliothèques du monde entier. Et j'espère vous transmettre cette envie, cette passion de la littérature. Alors, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller sur place à l'Alliance française, vous pouvez observer que quand nous sommes à l'Alliance française, nous sommes entourés de livres, de littérature française, et cela nous donne une atmosphère absolument fantastique, une atmosphère où on se sent connecté, où on se sent peut-être un petit peu français. Et c'est ce pouvoir-là qu'a la littérature, le pouvoir de rassembler les peuples, de faire rêver, d'incarner ces personnages de la littérature française, peu importe sa nationalité. Et voilà, c'est ce plaisir-là que je vais vous partager aujourd'hui, mais aussi un petit peu d'histoire de France. Alors, nous allons commencer avec le classicisme. Le classicisme, c'est le XVIIe siècle. C'est le roi Louis XIV, le roi Soleil. Pourquoi le roi Soleil? Parce que il rayonne. Il rayonne dans toutes les cours royales de l'Europe. Il est dit que Louis XIV a prononcé un jour « l'État, c'est moi ». En réalité, il n'a pas vraiment prononcé ces paroles, mais il est resté détaché de ce propos. Il faisait bien la distinction entre la royauté et la place qu'il occupait. Mais quand on dit « l'État, c'est moi », cela montre en fait l'absolutisme, la place très très importante de Louis XIV comme le chef, le roi absolu de la France. Et alors, quand on parle de Louis XIV, c'est bien la centralisation de l'État, la centralisation de la France autour d'un seul homme, autour d'un seul roi. Et il va montrer sa grandeur, notamment avec le théâtre. Louis XIV, appelé le roi Soleil, est connu comme avoir développé le théâtre et l'art durant son règne comme quelque chose de fondamental, comme quelque chose d'important et comme une arme aussi politique pour affirmer sa grandeur, la grandeur de la royauté française auprès de ses nobles, auprès des habitants de France, mais aussi d'autres pays européens. On peut retrouver donc cette... Oui. Excusez-moi, donc, juste je voulais prévenir tout le monde. Извините, пожалуйста, все, потому что долго подключались, настраивались. У меня версия, которая по 40 минут. Если отключиться сейчас, войдите, пожалуйста, по той же ссылке все. Еще раз. Спасибо большое. Oui, Myriam, oui, tu as encore 4 minutes pour continuer et après, il faudrait réentrer. Désolé. Alors, Louis XIV, il utilisera l'art, notamment le théâtre, comme un outil politique pour affirmer sa puissance auprès du peuple, mais donc aussi auprès des autres royaumes et des autres États européens. Et pour symboliser cette puissance, on connaît tous le château de Versailles et la galerie des glaces. Alors on appelle la galerie des glaces car c'est 357 glaces, donc comme des miroirs,
que l'on retrouve sur 73 mètres d'une galerie et avec énormément de dorures et de décorations et de peintures, ce qui montre vraiment cette puissance et ce rayonnement de ce roi qui vraiment va faire développer le théâtre et va l'utiliser donc comme arme politique. Alors, avant d'être coupé, je pense que avant de commencer un autre argument, peut-être qu'on va tout de suite passer à la seconde partie de la réunion, peut-être. Alors, avant que nous fassions cette petite pause, je disais donc que sous Louis XIV, donc au XVIIe siècle, la royauté est absolue. Louis XIV est un roi absolument souverain, absolu, et il va montrer donc cette excellence par le développement de l'art, notamment le théâtre. Et donc, comme je le disais, il va utiliser ce théâtre, cet art, les festivités glorieuses dans la Galerie des Glaces, comme une arme politique pour affirmer sa puissance et affirmer et faire rayonner la France à l'étranger. Alors, on voit l'apparition de l'écrivain devient un rôle, une profession à part entière. Alors, le classicisme comme courant littéraire, ceux qui étaient là lors de ma conférence sur l'architecture, nous étions arrêtés sur la Renaissance. Nous avions vu que la Renaissance reprenait comme modèle l'Antiquité. Eh bien, le classicisme au XVIIe siècle, il va reprendre ce modèle de l'Antiquité avec les mêmes objectifs, c'est-à-dire de le rendre meilleur. Alors il va reprendre ce mouvement antique et donc le classicisme comme courant littéraire va se baser sur la clarté, la rationalité et l'ordre. Il va aussi se focaliser sur le respect des règles et de la morale. Et donc pour ça, on va percevoir une codification stricte de l'art. Quand je dis que l'Antiquité est un modèle, tous les écrivains classiques vont s'inspirer donc des auteurs de l'Antiquité, comme par exemple Cicéron. Alors, les futurs écrivains, comme je le dis, être écrivain devient une profession au XVIIe siècle. Tous les écrivains vont donc étudier les classiques de l'Antiquité, notamment en latin, et ils vont étudier Cicéron et d'autres philosophes grecs et romains de l'Antiquité. Quand je dis que le classicisme, c'est aussi la codification stricte de l'art, c'est notamment et principalement par le théâtre qu'on va observer cette codification stricte de l'art, avec par exemple la règle des 3 unités. Lors d'une pièce de théâtre, une pièce de théâtre doit se dérouler avec un jour, une action et un lieu. La pièce de théâtre doit respecter les règles de bienséance, c'est-à-dire ne pas choquer, ne pas être vulgaire et être fidèle à la réalité. Alors, on retrouvera tout ce mouvement, cette morale, notamment dans les fables de Jean de La Fontaine. Alors, Jean de La Fontaine, que vous connaissez certainement. Quand on parle de classicisme comme mouvement littéraire, on parle de morale, on parle de conte,
philosophique. Et forcément, on est obligé d'évoquer Jean de La Fontaine et les fables. Et Jean de La Fontaine dira: les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être. Le plus simple animal nous y tient lieu de maître. Une morale nue nous apporte de l'ennui. Le conte fait passer le précepte avec lui. Vous avez la traduction ici. Alors, Jean de La Fontaine, pour faire passer donc une morale, va raconter une histoire, généralement en prenant comme personnage des animaux. Il va raconter surtout une morale pour éduquer ceux qui lisent ces fables-là. Et donc, dans le, on va avoir aussi cette tendance moralisatrice aussi dans le Cid de Corneille. Et pour résumer, le classicisme, c'est donc on va s'inspirer de l'Antiquité, car on prend l'Antiquité comme l'excellence, comme un modèle à suivre, et on va y appliquer des concepts moraux, de respect et d'ordre, et on va donc l'appliquer à l'art, et notamment donc à la littérature, où on va voir l'apparition de contes moralisateurs de Jean de La Fontaine, mais donc aussi les pièces de théâtre qui vont avoir une importance majeure et qui vont donc être organisées de manière très stricte, avec, comme je le disais, un jour, une action, un lieu. D'autres personnages historiques du classicisme, ce sera bien sûr Molière et bien d'autres. Alors, après avoir vu toute cette rigueur, ce classicisme en littérature, qui est donc d'imposer des règles très strictes, de codifier l'art et d'y appliquer une valeur morale, on va basculer ensemble dans le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières qui va être une réponse à ce classicisme et qui va complètement bouleverser l'histoire de France. Alors, on appelle ce siècle le siècle des Lumières car il marque une période de développement intellectuel et humaniste visant le progrès et la raison. L'un des principes fondamentaux, c'est que l'homme peut améliorer sa condition et doit être capable de penser par lui-même. Et ces pensées nouvelles remettent en cause l'ordre établi ainsi que les mœurs, la vision bourgeoise de la société. Le siècle des Lumières va donc être marqué par la remise en cause, la remise en question de la place de la religion au sein de la société, en se concentrant sur le développement de la pensée individuelle, de l'acquisition du savoir et du développement de la connaissance, afin de lutter contre l'obscurantisme, c'est-à-dire la place trop importante de l'Église, de la religion dans la société française qui dicte toute la morale, qui dicte toute la vie des Français de cette époque et qui n'admet pas la connaissance autre que la connaissance religieuse. Et donc on va voir un tournant dans cette époque-là avec ces philosophes des Lumières. Vous avez ici, il faut bien prendre ce siècle-là comme un siècle où vraiment on a une discussion intellectuelle. Vous voyez ce tableau ici, lecture de la tragédie L'orphelin de la Chine de Voltaire. C'est un tableau de Charles Gabriel Lemonnier. On voit donc dans ce tableau, on récite, on discute, on se rassemble pour discuter de manière philosophique. Et l'une des œuvres littéraires majeures
et qui va être le fondement donc de cette pensée nouvelle, c'est la rédaction de l'encyclopédie. L'encyclopédie, qui est aussi appelée le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, ce sont des ouvrages qui, qui vont renfermer tous les savoirs, toutes les pensées, tout ce que l'on sait sur la science, sur l'art, sur les métiers. Et cette encyclopédie, écrite par Diderot et d'Alembert, elle a pour but de diffuser le savoir, diffuser tous ces savoirs à tout le monde, et donc de lutter contre cet obscurantisme religieux. Alors quand je dis obscurantisme, vous comprenez bien dans ce mot obscur, noir comme la nuit, c'est-à-dire que il y a peu de lumière et la seule lumière qui soit, c'est celle de Dieu. Alors on suit toutes les règles sans penser à autre chose, sans penser au-delà de la religion. Et c'est ça que va combattre les philosophes des Lumières. Et au tout début, je vous ai montré donc un tableau d'Eugène Delacroix représentant la Révolution. Et c'est cette pensée des Lumières-là qui va fonder, qui va construire les bases de la Révolution française, c'est-à-dire qui va reprendre les mêmes principes d'égalité. En prenant exemple sur, par exemple, l'encyclopédie, la diffusion des savoirs à tous et à toutes, l'égalité des savoirs et aussi, voilà, rendre le savoir accessible à tous. Et donc ce sont ces idées-là qui vont inspirer donc la Révolution française. Alors, d'autres œuvres accompagnent et sont symboles de ce siècle des Lumières. Et par exemple, Voltaire. Voltaire qui, avec son livre Candide ou l'optimisme, va, avec d'autres philosophes de ce temps-là, critiquer la société, la royauté et la religion, à travers donc la littérature. Alors Candide, en français, veut dire naïf, qui croit tout, qui est innocent et qui voit donc les choses comme elles sont et qui voit donc ces injustices, tous les problèmes de la société française et du monde. Et donc, ce livre, Candide ou l'optimisme, il va nous décrire tous les problèmes de cette société française. Et ce sera une œuvre d'un genre nouveau, le conte philosophique. Pour le lecteur, c'est à travers les yeux du personnage de ce livre, qui s'appelle Candide, le personnage principal. C'est à travers ce personnage que Voltaire va exprimer les problèmes de la société, allant donc de l'obscurantisme religieux aussi au ravage de la guerre, en passant par aussi la dénonciation de l'esclavage. Donc c'est bien ces principes-là qui vont inspirer la Révolution française et l'égalité de tous pour former donc la République française. Alors, de manière plus précise, dans ce livre, Candide, Voltaire, l'une des phrases les plus importantes, c'est « il faut cultiver son jardin ». Alors, qu'est-ce que veut dire Voltaire par « il faut cultiver son jardin » ? Dans le livre, Candide, le personnage principal, va énormément voyager et donc va observer tous les problèmes du monde. Tous les problèmes, il va réfléchir sur la société. Et notamment, dans un passage de ce livre, Candide va se retrouver à Constantinople, donc la capitale de l'Empire ottoman à cette époque, Constantinople qui est aujourd'hui Istanbul, en Turquie.
Alors pourquoi l'Orient, pourquoi l'Empire ottoman, pourquoi Constantinople? Au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, il y a une fascination pour l'autre. Il y a notamment une fascination pour l'Orient. Euh, Durant l'époque napoléonienne, Napoléon, durant sa campagne en Égypte, sera complètement fasciné par cette culture orientale, par exemple. Et donc, c'est une fascination de l'Orient qui est donc caractéristique du siècle des Lumières. Et donc, Voltaire aussi est fasciné par l'Orient. Et donc, il va en parler dans son livre. Alors, j'ai un extrait de ce livre euh, à vous raconter, à vous lire, à propos donc de cette phrase « Il faut cultiver son jardin » de Voltaire. Alors, j'ignore absolument l'aventure dont vous me parlez. Je présume qu'en général, ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent quelquefois misérablement et qu'ils le méritent. Mais je ne m'informe jamais de ce qu'on fait à Constantinople. Je me contente d'y envoyer vendre les fruits du jardin que je cultive. Ceci est la parole d'un Turc, d'un Ottoman que le personnage de Candide a rencontré dans ce livre. Et donc, ce personnage-là est très important dans cette phrase, dans cette pensée. Il faut cultiver son jardin, il faut cultiver sa propre pensée, son propre jardin. Car dans cet extrait, ce que veut dire cette personne, ce Turc, c'est qu'il ne s'intéresse pas à la politique, il ne s'intéresse pas au monde extérieur, il ne s'occupe que de son activité à lui, il ne s'occupe que de lui et que de son jardin. Il continue en disant « Ayant dit ces mots, il fit entrer les étrangers dans sa maison, ses 2 filles et ses 2 fils, leur présentèrent plusieurs sortes de baies qu'ils faisaient eux-mêmes, du caïmac, piqué d'écorce de cédrat, confit, des oranges, des citrons, des ananas, des pistaches, du café de Moka, qui n'était point mêlé avec le mauvais café de Batavia et des îles. Après quoi les 2 filles de ce bon musulman parfumèrent les barbes de Candide, de Pangloss et de Martin. Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste et magnifique terre. Celui-ci répond, je n'ai que 20 arpents. Je les cultive avec mes enfants. Le travail éloigne de nous 3 grands problèmes, l'ennui, le vice et le besoin. Candide, en retournant dans sa métairie, fit de profondes réflexions sur le discours du Turc. Il dit à Pangloss et à Martin, « Ce bon vieillard me paraît s'être fait un sort bien préférable à celui des 6 rois avec qui nous avons eu l'honneur de souper. » Dans cet extrait, Voltaire nous dit que ce Turc a tout à fait raison, vaut plus que tous ces rois que Candide a rencontrés durant son voyage, puisque ce Turc ne s'embête pas des affaires, de la royauté et des problèmes. Il cultive son propre jardin. Si je peux vous raconter et vous lire un autre extrait, vous savez comment périrent Crésus, Attillage, Darius, Dénis de Syracuse, Pyrrhus, Persée, Hannibal, Jugurtha, Arioviste, César, Pompée, Néron, Othon, Vitellius, Domitien et Richard II d'Angleterre, Édouard II, Henri VI, Richard III, Marie Stuart, Charles Ier, les 3 Henri de France, l'empereur Henri IV. Vous savez, je sais aussi, dit Candide, qu'il faut cultiver notre jardin. Et là, dans ce livre, donc, Candide va reprendre cette expression, il faut cultiver son jardin. Et il dira plus tard dans le roman, il va répéter cette phrase en disant « Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. »
qu'est-ce que veut dire Voltaire? Voltaire, à travers Candide et à travers sa rencontre avec ce Turc, il veut dire que il faut cultiver son propre jardin, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur soi-même, qu'il faut cultiver son propre savoir par soi-même et ne pas se laisser dicter, ne pas sortir de l'obscurantisme religieux et apprendre les savoirs par soi-même. Et c'est tout là la pensée de Voltaire et des autres philosophes des Lumières. C'est donc cette acquisition de savoir pour se développer soi-même et devenir meilleur, s'améliorer. Et donc lutter contre la royauté, contre euh, toutes ces règles que nous impose la religion. Ce qui est à l'époque extrêmement nouveau et à l'époque considéré même comme dangereux parce que Voltaire, tout comme les autres philosophes, Montesquieu, Diderot, tous ces philosophes des Lumières vont être arrêtés et emprisonnés pour leurs idées. Et chacun d'entre eux vont lutter pour les affirmer, parce qu'à l'époque, il faut bien comprendre que la religion a une place extrêmement importante. Et la religion fait tout. Et c'est donc des idées très nouvelles. Et donc c'est de ces idées dont on va s'inspirer la Révolution française. La Révolution française qui va mettre donc en place une république dans laquelle tous les Français sont égaux et libres en droit et non plus administrés, gérés et contrôlés par le roi et par la religion. Un autre exemple de la critique de la société, de la royauté et de la religion, c'est un autre philosophe, c'est Montesquieu. Montesquieu va écrire Lettres persanes. Comme je vous le disais, à cette époque, il y a beaucoup d'intérêt vers l'Orient. Et Lettres persanes, c'est un roman, c'est un écrit qui va faire emprisonner Montesquieu pour ses idées, qui va être critiqué et dénoncé pour ce livre. Et ce livre, il va populariser un genre nouveau de littérature, c'est le roman. Alors, à l'époque où Montesquieu écrit, le roman n'est pas un genre défini avec ses propres règles, comme peuvent l'être d'autres formes d'écriture, comme le théâtre ou la poésie. Et c'est bien au XIXe siècle que le roman deviendra la forme de littérature la plus courante et sera majoritaire dans la littérature française. Alors, comme Voltaire, Rousseau et bien d'autres, la critique de la société, de la royauté et de l'obscurantisme religieux sera au cœur des préoccupations de Montesquieu. Et son livre, Lettres persanes, va donc refléter la mode de l'époque, donc le courant des pensées des Lumières, en décrivant cette fascination pour l'Orient, pour ses coutumes, ses traditions, ses princes et ses sultans. Lettres persanes, c'est un roman qui est organisé en lettres échangées entre différents personnages, ce qui va permettre à Montesquieu de ne pas critiquer directement et de ne pas s'exposer directement aux critiques qu'il peut avoir. Et toutes ces différentes lettres vont critiquer la société, la monarchie, etc. À la lettre 24, Montesquieu va écrire, à travers l'un de ses personnages, ceux qui mettent au jour quelques propositions nouvelles sont appelés hérétiques. Ceux qui mettent au jour quelques propositions nouvelles sont appelés hérétiques. L'un des personnages de ce roman va donc dire ça, ce qui est clairement la pensée de Montesquieu. Cette phrase veut tout simplement dire, vous avez la traduction ici, que
quiconque, n'importe qui parle d'idées nouvelles est considéré comme hérétique, est considéré comme un danger pour la religion, pour le Christ, pour la France. Et dans ses lettres persanes, Montesquieu va continuer avec beaucoup d'autres extraits. Ici, dire à la lettre 24, il va décrire le roi de France comme le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a pas de mine d'or comme le roi d'Espagne, son voisin, mais il a plus de richesses que lui, parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisables que les mines. Ici, ce que veut dire Montesquieu, c'est que la richesse à l'époque, Louis XIV, eh bien, c'est la richesse du peuple français. Et l'absolutisme, ce pouvoir absolu du roi, eh ben, il vient tout simplement de ces sujets qu'il va utiliser pour sa propre grandeur. Il va aussi, dans la lettre 29, critiquer bien sûr la religion en disant « Le pape est le chef des chrétiens, c'est une vieille idole qu'on encense par habitude. » Il va aussi ajouter « Aussi puis-je t'assurer qu'il n'y a eu de royaume où il y ait tant de guerres que dans celui du Christ. » Ici, en disant cela, Montesquieu va donc faire une grande critique de la religion, ce qui est donc, comme je le disais à l'époque, tout à fait invraisemblable, tout à fait extraordinaire, et donc il va être condamné pour cela. Mais c'est justement cette idée que la religion enferme les gens et les empêche de réfléchir par eux-mêmes, les empêche de acquérir d'autres savoirs. Si on peut citer aussi Rousseau, dans son livre Le contrat social, lui va défendre la souveraineté du peuple, mais aussi l'abolition de l'esclavage. Et c'est un sujet qui restera au cœur de la pensée philosophique des Lumières. Alors Montesquieu, Rousseau et Voltaire, ils seront tous emprisonnés, tous punis pour leurs idées, mais ce que je veux vous montrer, c'est que toutes ces idées-là, elles vont être la terre fertile, le terreau de la Révolution française. Car c'est de ces idées-là que va naître ce mouvement-là de la Révolution française qui va marquer une histoire, l'histoire la plus importante de l'histoire de France, qui est donc cette Révolution française, cette première révolution, qui va donc établir la royauté, établir la République et qui va complètement détruire la royauté. Et donc qui va mettre chaque individu sur un pied d'égalité, de liberté et de fraternité. Et quand je dis liberté, puisque l'un des principes de la Révolution française, c'est donc cette liberté, et c'est la Révolution française qui va conduire aussi à l'abolition de l'esclavage. C'est donc ce principe de diffusion des savoirs, d'égalité entre chacun et de liberté qui va être les fondements de la Révolution française, et cela va donc être inspiré de ces philosophes des Lumières. Alors, après avoir parlé de classicisme et de tous ces philosophes des Lumières, nous allons aborder le romantisme. Le romantisme, c'est l'un des courants les plus importants de la littérature française. Et je vous ai montré, avec ces deux premières parties, ce XVIIe siècle avec le classicisme, ce XVIIIe siècle avec les Lumières, que la littérature fait l'histoire de France et l'histoire de France fait la littérature. Et le romantisme, qui, dans ce même courant, dans ce même siècle, le XIXe siècle, ce siècle va être riche
de différents courants littéraires. On va voir le courant littéraire majeur qui est le romantisme, mais il y aura aussi le réalisme et le naturalisme. Alors, l'époque des Lumières, ce courant littéraire des Lumières, il va donc, comme je l'ai dit, fonder une nouvelle partie de l'histoire de France. Et la France, la société française, va donc appliquer ces idées philosophiques des Lumières. Et le romantisme, il va être en contraste avec le mouvement intellectuel des Lumières. C'est pour vous montrer justement que si la littérature a complètement changé l'histoire de France, eh bien, cette histoire de France qui a été créée par la littérature, elle va aussi être, encore une fois, changée par la littérature, et c'est ce que va faire le courant littéraire romantique, réaliste et naturaliste. Alors, le romantisme, il est basé sur l'expression de la subjectivité. Et il y a aussi un phénomène, c'est le mal du siècle. Le mal du siècle qui va être établi par François-René de Chateaubriand. Alors, le mal du siècle, c'est un mal, c'est un mauvais sentiment qui règne alors, et c'est un sentiment de, comment vous l'expliquer, d'abandon. C'est un sentiment où on se sent mal, car les Lumières nous ont imposé un nouvel ordre. Un nouvel ordre régit donc sur l'acquisition du savoir, sur la normalisation de tout, et l'on oublie la pensée individuelle. Et donc ça va provoquer ce mal-être du siècle. Et François-René de Chateaubriand va dire « On habite avec un cœur plein, un monde vide ». Et cette phrase, elle symbolise bien cette pensée-là, cette pensée qui ne laisse plus du tout place à l'expression de soi-même, parce que le but est de normaliser tous les savoirs, de mettre chaque individu, c'est ce qu'a fait la Révolution et les Lumières, de mettre chaque individu sur un pied d'égalité. Et le romantisme, il va donc être complètement en contraste avec cette pensée, puisque il va s'orienter sur l'expression de la subjectivité, c'est-à-dire de soi-même, de ses propres sentiments. Chose qu'avant, on ne faisait pas, puisque avec les Lumières, la Révolution française, il y avait peu de place pour soi-même. C'était le peuple avant tout. Et donc, ça va être encore une fois un point de rupture. Alors, le romantisme, ce n'est pas quelque chose de purement français. Ce n'est pas une création française comme peut l'être les Lumières, ce courant littéraire-là des Lumières. Le romantisme a d'abord émergé en Angleterre et en Allemagne, et enfin en France. Alors, le romantisme, il propose une autre vision de l'art, qui est donc basée sur la subjectivité, donc l'expression du moi, par le développement des thèmes de la nature et de l'amour, en utilisant le je, la première personne du singulier. Le romantisme, cela va être l'exaltation des sentiments et de la subjectivité, la créativité individuelle, ce qui a permis la libération des artistes et de l'art. Les romantiques vont refuser ce rationalisme des Lumières. Alors, comment ne pas évoquer le romantisme sans parler de Victor Hugo? Et Victor Hugo, c'est l'un des personnages les plus importants, non pas seulement de la littérature française, mais bien de l'histoire de France. C'est un homme qui a tant fait, d'une manière littéraire, par ses œuvres, mais aussi politique.
Et c'est Victor Hugo qui va être le chef de ce nouveau mouvement qui est le romantisme. Et il va commencer par bousculer tous les codes du théâtre qui étaient encore en vigueur, tous ces codes du théâtre que nous avons vus avec le classicisme, tous ces codes très stricts de l'art qui étaient encore à l'époque ancrés. Tout art était à l'époque encore, notamment au théâtre, était encore classique. Et quelque chose de très important, cela va être la bataille d'Hernani. Alors, Hernani, cela va être la première pièce de théâtre que va écrire Victor Hugo. Et elle va bousculer absolument tous les codes du théâtre classique. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit, le théâtre classique, il est très strict, il est très codifié, avec ces règles de bienséance, avec cette règle des 3 unités. Un jour, une action et un lieu. Il ne faut pas choquer. C'est pourquoi on ne va pas mettre en scène la mort d'un personnage. Il faut rester moral. Il ne faut pas choquer, etc. Et dans sa pièce de théâtre, Victor Hugo va complètement chambouler, va complètement faire autre chose. Et ce qui va provoquer la bataille d'Hernani. Et quand on dit bataille, c'est que c'est réellement une bataille. C'était réellement une bataille, puisque à la fin de cette première représentation de cette pièce de théâtre, il va y avoir un affrontement physique, une bagarre, une bataille entre ces nouveaux romantiques et ces classiques. Une bataille où chaque homme romantique va s'opposer à ce nouveau mouvement jeune des romantiques, ces nouveaux écrivains, ces nouveaux littéraires romantiques qui vont faire passer l'amour, l'expression des sentiments avant tout, et qui va s'opposer très clairement donc, comme je le disais, cette première pièce de théâtre de Victor Hugo, elle va complètement chambouler tous les codes classiques. Elle va complètement chambouler toute cette littérature classique mise en place. Quand je parle de classique, je parle de tous ces codes qui vont construire toutes les règles du théâtre qu'il faut absolument respecter. Parce que cette pièce de théâtre, Hernani, elle ne va absolument rien respecter. Et donc, comme je le disais, on appelle cet épisode la bataille d'Hernani parce que faut bien comprendre que quand on passe d'un courant littéraire à un autre, ce n'est pas simplement un point de rupture où tous les classiques deviennent des romantiques. On voit bien ça avec la bataille de Hernani, c'est que on a encore, bien que le 19e siècle ait commencé, on a encore ces classiques, ces personnes de lettres, ces littéraires, ces romanciers classiques qui reposent sur les mêmes bases que les bases du XVIIe siècle. Et après, sur les mêmes bases qu'au XVIIIe siècle avec les Lumières. On a toujours ces codes qui restent. Alors, il n'a pas seulement fait que du théâtre. Victor Hugo, c'était quelqu'un de... c'est comme le père de tous les Français. Victor Hugo, il était dramaturge, puisqu'il écrivait des pièces de théâtre. Il était poète et il était romancier. Et il était aussi homme politique. Alors, il était aussi poète. Et pourquoi c'est l'une des figures emblématiques du romantisme? C'est parce que, avec son recueil de poèmes, Les Contemplations, c'est ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus parfait dans l'expression de l'amour et des sentiments, notamment des sentiments familiaux.
car c'est dans ce recueil de poèmes de Victor Hugo qu'on va y retrouver le poème Demain dès l'aube, qui un poème très triste euh, qui va parler de l'amour que porte Victor Hugo envers sa fille Léopoldine, qu'il a perdue. Et dans ce poème qui est absolument magnifique, et je vous invite à le lire encore et encore, qui est magnifiquement bien écrit, Victor Hugo nous raconte son voyage triste, mélancolique, vers la tombe de sa fille Léopoldine. Et c'est quelque chose de tout à fait romantique, parce qu'à l'époque, c'est dans les siècles précédents et dans les courants littéraires précédents, les sentiments n'avaient pas leur place. L'expression de l'amour n'avait pas sa place, puisque on luttait contre le rationalisme, contre toutes les autres pensées, on faisait tout pour la diffusion des savoirs, etc. Et on ne s'occupait pas de soi-même. Alors oui, Voltaire, comme je le disais, il nous a montré qu'il faut cultiver son propre jardin. Mais quand il disait ça, il disait il faut se cultiver soi-même, apprendre par soi-même, apprendre sur le monde par soi-même et ne pas se laisser dicter sa façon de voir le monde. Ce qui est tout à fait différent. Ce n'est pas une expression de soi-même, comme peut l'être le romantisme. Alors, c'est l'un des recueils de poèmes les plus importants de Victor Hugo. Et il y a aussi quelque chose de vital dans ce personnage français, c'est que pour la première fois, c'est Victor Hugo qui va parler ouvertement et va même l'écrire. Il va parler des petites gens, de la misère. Avant, on ne parlait que de héros, d'épopées héroïques. On ne parlait que de personnages extraordinaires. Et pour la première fois, Victor Hugo, lui, va s'intéresser à tout le monde. Et il va s'intéresser surtout à ceux qui n'ont rien. Il va s'intéresser à la misère. Il va parler pour la première fois dans la littérature de la misère. Et il va en parler avec ces deux romans, Notre-Dame de Paris et Les Misérables, qui sont des monuments de la littérature française que l'on doit à Victor Hugo. Et ces idées-là, toutes ces idées, tout cet intérêt pour le peuple, pour les miséreux, pour défendre la misère du peuple, il va l'écrire dans Notre-Dame de Paris, mais surtout dans Les Misérables, où il va prendre ses personnages principaux, non pas comme des héros, mais comme de simples personnes. Dans Notre-Dame de Paris, il va non pas parler d'un personnage héroïque, mais bien de quelqu'un de tout à fait normal et même de différent. Et ça, c'est une première. C'est pour ça que ça marque un point de rupture. Avant, on parlait d'épopées héroïques, on parlait de voyages, on a vu Candide de Voltaire qui, lui, voyageait partout en Europe, qui, grâce à tous ses voyages, a développé sa pensée comme il était à la recherche de la vérité, à la recherche du savoir, c'était un héros. Et là, Victor Hugo arrive et nous écrit sur ceux qui n'ont rien, ceux qui ne sont pas grand-chose, ceux qui sont miséreux et ceux qui sont donc misérables. Alors, Victor Hugo, quand je dis que c'est un homme politique, c'est qu'il a été député à l'Assemblée nationale. Et il a prononcé un discours devant cette Assemblée qui est resté l'un des discours les plus importants. C'est son discours sur la misère. Alors il dira à tous ses collègues députés, il dira
Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. À l'époque, l'Assemblée nationale ne parlait peu ou pas du tout de la misère du peuple. Et si elle en parlait, ce n'était pas pour la résoudre, ce n'était pas pour l'aider. À la fin de son discours, Victor Hugo prononcera « Messieurs, songez-y, c'est l'anarchie qui ouvre les abîmes, mais c'est la misère qui les creuse. Vous avez fait des lois contre l'anarchie, faites maintenant des lois contre la misère. » Et c'est absolument fondateur, c'est absolument... C'est l'une des premières, des premières fois que c'est un courant aussi socialiste qui va être mis en place, et on le doit à cette époque, à ce courant littéraire romantique, et on le doit à Victor Hugo. Alors bien sûr, il y a aussi beaucoup d'autres auteurs extraordinaires qui, chacun à sa manière, va bousculer les codes et vont s'inscrire dans cette expression des sentiments, de la subjectivité. Ils vont parler d'absolument tout, ce qui va complètement contredire, ce qui va complètement casser tous les codes précédemment mis en place. Pour que vous sachiez bien à quel point Victor Hugo est un personnage majeur dans l'histoire de France, Victor Hugo est la seule personne qui, de son vivant, s'est vu nommer une rue à son nom. Et de son vivant, quand il était encore en vie, la maison, l'appartement qu'habitait Victor Hugo, il se trouvait donc dans une rue, et cette rue a été rebaptisée rue Victor Hugo. Alors généralement, on bâtit des rues, des avenues en commémoration de la mort d'un personnage historique. Et là, Victor Hugo était tellement important dans cette littérature et dans cette France que on a donné une rue à son nom alors qu'il était encore vivant. Et il faut bien comprendre que aux obsèques de Victor Hugo, c'était absolument incroyable. C'était un peuple en deuil et on a compté des millions de Français réunis à Paris, venant de toute la France, accompagner le cortège de Victor Hugo. Alors, le romantique par Victor Hugo et bien d'autres de ses auteurs est, je pense, l'un des courants littéraires les plus fournis en œuvres littéraires, les plus importants. Ce qui nous a le plus apporté, c'est le romantisme qui a mis le roman, le roman, vraiment comme base de la littérature. Alors, dans ce 19e siècle, on n'a pas seulement le romantisme, on a aussi le réalisme et le naturalisme. Alors, le réalisme, ce courant littéraire, en même temps que le romantisme va perdurer, le réalisme, il va apparaître car il va juger les romantiques. Il va juger le romantisme trop idéaliste par les auteurs, trop pas assez concret. D'où cette notion de réalisme. Pour les auteurs, pour les écrivains réalistes, l'auteur ne doit rejeter aucun sujet. Rien de ce qui est réel ne doit être rejeté. Alors, les réalistes, ils vont critiquer la bourgeoisie et ils vont s'inspirer, comme l'a pu faire aussi Victor Hugo, ils vont s'inspirer dans leurs romans
des milieux populaires, de la ville, des campagnes, de la misère du peuple. Et ils vont reproduire le plus fidèlement possible euh, toute cette misère, tout ce peuple dont on ne parle pas dans leur roman. C'est un peu le prolongement de ce que Victor Hugo a commencé, mais ça a fait un courant littéraire à part entière. Alors on va pouvoir observer ça dans les écrits de Balzac avec le père Goriot. On va aussi voir ce rythme dans la vie dans les œuvres de Flaubert, Gustave Flaubert, qui lui va parler du mariage, il va parler de l'argent, il va parler de l'amour, il va parler de la vie des provinces. Et aussi avec Madame de Bovary, on va encore aller plus loin dans ce réalisme, en décrivant quelque chose de tout à fait réel en s'affranchissant, en ne tenant pas compte des principes encore à l'époque, parce que Madame de Bovary, alors ce livre va être critiqué pour immoralité, c'est-à-dire que ce livre il est mis en scène une héroïne, une femme qui a commis l'adultère et c'est une volonté d'être fidèle à la réalité, de décrire réellement les choses et de ne pas idéaliser l'amour, mais de parler de l'amour de manière concrète. Et de manière concrète, on parle aussi de la tromperie. On parle aussi de l'adultère et on va parler des femmes et des hommes qui aiment à outrance. Ensuite, on va parler du naturalisme. Et le naturalisme, c'est l'héritier du réalisme. Le naturalisme, lui, va être encore plus réaliste, le courant littéraire du réalisme lui-même. C'est presque le naturalisme, ça va être presque, comment je peux expliquer, comme une enquête de terrain. Et c'était même le cas. C'est une recherche scientifique de la société. L'auteur va devenir enquêteur. Par exemple, Zola, Émile Zola, dans son livre Germinal, il va décrire dans ce livre-là le milieu ouvrier. Il va parler de l'univers de la mine et des ouvriers de la mine, ce qui, encore une fois, n'était pratiquement jamais fait, dont on n'avait jamais parlé, car c'était trop, ce n'était pas assez beau. Et Zola, lui, Émile Zola, va mener ce travail d'enquête. Il va aller lui-même dans les mines et il va mener sa propre enquête de terrain. Et il va parler des ouvriers, il va parler de ce travail dur qui est le travail d'être mineur. Et voilà, je voulais terminer là-dessus sur ces deux autres courants du 19e siècle qui vont accompagner le romantisme, mais qui vont garder leur base du romantisme. Parce que le réalisme et le naturalisme, eux, vont être le même courant que le romantisme, mais qui vont s'articuler, qui vont se développer différemment, qui vont faire ça autrement. Et ces trois périodes, ces trois mouvements littéraires, ils vont être au cœur du 19e siècle. Alors, j'en ai terminé. Comme je vous l'ai dit au tout début, Victor Hugo disait « Celui qui regarde l'histoire de France a le vertige ». Et j'espère vous voir, ce n'est pas simplement une succession d'événements, mais c'est bien aussi une empreinte, un changement à ses bases. On a vu que l'histoire de France, c'est aussi la littérature. La littérature, c'est l'histoire de France. Et
on ne peut pas parler de la France sans parler de la littérature, à quel point la littérature française est importante dans l'histoire de France et encore aujourd'hui dans ce qu'est la France. Parce que toute cette période littéraire-là, elles ont chacune à leur tour construit ce qu'est la France d'aujourd'hui. On a vu l'absolutisme, le rayonnement de la langue et de la littérature française en Europe avec Louis XIV. On a vu tout ce changement-là, cette royauté qui est complètement critiquée, cette religion qui avait tant d'importance complètement critiquée avec les Lumières, avec ce XVIIIe siècle-là. Et toutes ces idées-là vont être le fondement de la Révolution française, cette diffusion du savoir avec l'encyclopédie, cette critique de la royauté. Et à partir de cette Révolution française, qui a mis tout le monde sur un pied d'égalité, qui a normalisé chaque individu comme un seul et même peuple qui doit réfléchir par lui-même, qui est libre, qui voit cette diffusion des savoirs, eh bien on en a oublié l'expression de soi-même, l'expression de l'amour. Et c'est de ça dont les romantiques vont parler, c'est de cette idée-là, c'est de ce mal du siècle de Chateaubriand, qui, je le répète, qui a dit « on vit avec un cœur plein dans un monde vide », et toutes ces idées des Lumières-là n'ont laissé plus aucune place à l'expression de l'amour, à l'expression des sentiments, et cela a donc fait naître un nouveau mouvement littéraire, ce mouvement romantique, qui, avec le romantisme, le réalisme et le naturalisme, vont pour la première fois parler de socialisme, d'un socialisme politique et d'un socialisme littéraire, politique avec Victor Hugo. Et pour la première fois, on va parler non pas d'un héros, de quelqu'un d'exceptionnel, mais on va parler de n'importe qui. On va parler des Français, on va parler de ceux qui n'ont rien, on va parler des misérables. Et vous voyez tous ces enchaînements, on voit bien que en 3 siècles, beaucoup de choses ont changé. En 3 siècles d'histoire de France, la France a complètement changé. On a eu une royauté absolument grandiose avec Louis XIV. On a eu ce bouleversement total avec la République, avec cette Révolution française. On a vu encore une fois de plus l'épopée napoléonienne et on a vu toutes ces critiques. On a vu à chaque fois que la littérature française et ses auteurs, à chaque fois critiquaient, remettaient en cause toute cette histoire et pas à pas construisaient une nouvelle page de l'histoire de France. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de votre attention et je serai heureux d'en discuter avec vous si vous avez des questions. Voilà, merci. Je peux commencer, moi? Allez-y, avec plaisir. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette belle excursion dans la littérature française. Et c'est super, mais pour moi, je pense que je ne peux pas séparer le romantisme de Victor Hugo du réalisme, parce que pour moi, c'est presque la même chose. Peut-être il y a une différence dans le choix des sujets, parce qu'il a pris le sujet de l'époque du passé, de l'histoire. Mais comment il décrit, je sais pas, il décrit l'histoire de Notre-Dame, c'est réalisme. C'est pas romantisme, selon moi, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et vous avez tout à fait raison là-dessus. Et ce que je disais, c'est que le romantisme, le naturalisme et le réalisme vont être un nouveau chemin à partir du romantisme. Et alors oui, on peut dire que Victor Hugo, c'était le chef du romantisme, mais
justement, lui, il a été l'un des premiers à parler de cette misère, à parler de tous ces gens. Et oui, c'est une première étape, vous avez raison, totalement. C'est une première étape vers ce qu'on va avoir après, le réalisme et le naturalisme. Puisque de cette idée-là, de ce portrait de la misère, du concret, les auteurs réalistes, Zola, tous ces auteurs-là vont s'inspirer de ça, justement. De cet engagement politique, mais aussi littéraire de Victor Hugo, dans l'expression de la réalité des choses. Mais justement, la différence, c'est que Victor Hugo va en parler, mais il va garder une vision idéale encore. Et là où les auteurs réalistes, naturalistes, c'est qu'ils vont encore aller plus loin. Et eux vont parler réellement de tout ça. Et je le disais, ils vont même procéder avec ce naturalisme à une enquête de terrain. Et pour la première fois, les auteurs vont aller auprès du peuple. Ils vont prendre des notes, ils vont faire de l'observation pour au mieux décrire ce que vit le peuple français. Et de tout ça, on doit justement à Victor Hugo qui a inscrit dans l'histoire, au Parlement, qui a exprimé pour la première fois cet aspect social. Et justement, à partir de cela, on verra justement ce développement, comme vous le dites si bien, cette proximité avec le naturalisme et le réalisme. Oui. Merci. Mais pour moi, il est réaliste. Ça reste comme ça parce que c'est la connaissance profonde de la psychologie des gens. C'est pas, je sais pas, c'est pas romantisme. Pour moi, romantisme, c'est quand tu t'exprimes tes sentiments. On peut le trouver dans la poésie. Il ne faut pas connaître très bien la nature des gens. C'est assez de se connaître. C'est assez. Mais vous avez tout à fait... Il est d'autres, Victor Hugo. Il a montré beaucoup d'histoires des gens simples. Et ce sont les histoires tristes, réelles. Tout à fait, réelles, oui. Et je peux séparer très vite le naturalisme parce que c'est très évident. Et dans la peinture, il y a le même courant aussi. Oui, tout à fait. C'est quand tu regardes quelque chose avec le micro. Toute l'histoire des gens, très précisément. Oui, mais comme je le disais un petit peu plus tôt, quand on voit l'apparition d'un nouveau mouvement littéraire, ça n'annule pas le second, ça n'annule pas celui qui était avant. Et si vous voulez, Victor Hugo est aussi romantique que réaliste. Vous le dites très bien. Il a été réaliste par toutes ces descriptions du peuple français. Mais il a été tout aussi romantique et c'est l'un des plus grands romantiques parce que dans sa poésie, il ne fait que parler de sentiments. Et il le fait si bien. Et c'est pour ça que Victor Hugo, vous avez tout à fait raison, il n'est pas seulement romantique, mais il est aussi, même majoritairement, réaliste. Et naturaliste peut-être aussi, mais on ne peut pas lui enlever que il a instauré il a totalement bouleversé les choses et avec ce recueil de poèmes, les Contemplations, il a vraiment mis dans la poésie et dans la littérature cette expression des sentiments-là. Mais oui, vous avez tout à fait raison, il est aussi réaliste que romantique. Oui. Mais il est devenu symbole du romantisme. Oui. Et il est devenu à raison. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Est-ce que vous voulez qu'on revoie certaines parties ensemble? Il nous reste 10 minutes encore, c'est pour ça que si vous avez des questions, profitez bien de ces 10 minutes qu'il nous reste.
À Corneille, il était à quelle époque du XVIIe siècle, Corneille? Corneille, oui, 17e, c'est ça. C'est tout à fait ça. Parce que c'est développement du théâtre à cette époque. Oui, 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 C'est le tout à fait. classicisme. Tout à fait, classicisme. C'est dans cette période-là, au XVIIe siècle, que le théâtre va vraiment avoir cette importance. Et comme je le disais au tout début, va tellement avoir d'importance que Louis XIV va en faire justement l'un des symboles de sa royauté, de son règne. Puisque Louis XIV, il est connu, comme je le disais, c'est le roi soleil, c'est l'extravagance, c'est la luxure. Et à à Versailles, la cour de Louis XIV, c'était constamment, tout le temps des fêtes, tout le temps des fêtes, tout le temps des repas, tout le temps des chants, et des pièces de théâtre. Donc oui, Mais oui. le théâtre à cette époque jouait le même rôle que maintenant les médias, je pense, parce que c'était comme ça, c'est le rôle principal dans la vie de société pour donner les idées, les directions peut-être aussi. Oui, 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 oui. C'était pour Louis XIV le moyen, l'outil pour justement dicter, montrer sa puissance. Et voilà. Et oui, si je suis votre raisonnement, oui, on peut l'appliquer aujourd'hui au pouvoir que peuvent avoir les médias. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Mais oui, bien sûr que donc, on te remercie, Emilien, beaucoup pour tout ce travail que tu as fait pour Oui, c'est un pour grand travail, oui, vraiment. quand même de nous rappeler, tu vois, donc toute ces périodes de l'histoire française, donc en liaison aussi avec la littérature, et donc ça fait réfléchir aussi. Même, par exemple, pour moi, donc les noms que tu as cités, c'était connu, étudié, donc quand j'étais étudiante à l'université encore, mais le temps a passé. C'est aussi le moment de refaire, de revoir certaines choses, et donc ça fait réfléchir, et surtout ce que donc le moment qu'on vit aujourd'hui, il est quand même, c'est un moment historique aussi. Je pense que ce soir, c'est la veille des changements, ou bien quelque chose. En tout cas, donc on espère beaucoup. Et ça, c'est pour voir que, tu vois, donc c'est la suite. On est dans la suite des événements historiques. Et Oui. j'espère aussi dans la suite des courants littéraires. Alors oui, 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 j'espère que d'ici quelques années, on pourra tous observer justement, comme dans l'histoire, à chaque fois un point de rupture entre Oui. différentes périodes historiques et donc de nouveaux courants littéraires qui vont à leur tour chacun dénoncer quelque chose, parler d'un sujet qui n'était pas abordé avant. Mais en faisant toutes ces recherches et en vous faisant cette présentation, je voulais vraiment, si vous voulez, quand on parle de littérature, on a tout de suite en tête des livres. On a tout de suite en tête des gros livres. Des gros livres. On a des bibliothèques. On a bien sûr des auteurs en tête. Mais on ne parle pas assez et on ne voit pas, on ne voit pas réellement d'où tout cela vient. Quelles sont les conséquences? Comment on en est arrivé à faire ces écrits-là? Qu'est-ce que ça représente? D'où ça vient? Et c'est ce qui fait aussi l'importance de la littérature, et de la littérature française en particulier, parce que c'est cette littérature-là qui a façonné l'histoire de France. Et voilà, et ça me tient à cœur, puisque je sais à quel point la littérature française peut rayonner dans le monde entier, mais je veux dire que peu importe le pays, peu importe, si vous voulez, Dostoïevski aussi, lui, il parlait aussi de tous ces courants différents. Dostoïevski, il a parlé du parricide, il a parlé énormément de la religion, de la place de la religion. Dans Anna Karénine, Tolstoï a parlé d'énormément de choses,
il a parlé de la vie des paysans, il a parlé d'amour, il a parlé de la Russie, de Pétersbourg, de Moscou, et il a parlé de la Russie paysanne. Et vous voyez, je pense que la littérature, c'est pas simplement la littérature française, la littérature italienne. La littérature, c'est un tout. Et la littérature, ça fait une histoire. La littérature, elle est au fond de chacun de nous, même si on n'a jamais lu de livre, parce qu'elle fait partie de notre histoire, ensemble. Oui. Et c'est pour ça que j'ai trouvé important, voilà, de parler de littérature, et bien sûr de littérature française. Donc voilà. En tout cas, voilà, merci à chacun de vous pour votre présence, pour votre intérêt, pour votre attention. Et j'espère que cela vous a autant plu que moi. Merci, c'était très intéressant. Merci. Merci. Merci bien. Merci. Et à la prochaine conférence, Mélia. Ah, ouais. Oui, Je dois trouver, oui, quelque chose, un autre sujet dont j'aimerais vous parler. Je n'ai pas encore ça en tête, mais voilà, pour l'instant, j'ai parlé de l'architecture. Maintenant, j'ai parlé de Oui. littérature. Alors, qui sait, peut-être je parlerai encore d'autres choses, mais en tout cas, j'ai toujours organisé ces conférences-là pour faire un lien direct entre ces thèmes-là et la France. Parce qu'on peut facilement les dissocier, mais c'est important de faire ce lien-là. Et donc voilà, c'est ce que je continuerai à faire. Ouais, merci. merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. À vous tous pour votre présence aussi. Merci. Merci.